Vous savez, il y a un système complètement invisible qui se joue dans notre corps à chaque seconde. C'est une sorte de balai ultra précis entre l'eau et le sel qui nous maintient en vie. Mais quand la musique s'arrête et que cet équilibre est rompu, les conséquences peuvent être vraiment dramatiques. Alors ensemble, on va décortiquer ce mécanisme vital. Alors, ce chiffre, 60%. Il a l'air de rien comme ça, hein, et pourtant, c'est la clé de tout. Ce n'est pas juste un nombre, c'est nous. C'est la proportion d'eau qui compose notre corps, et c'est le point des départs pour absolument tout comprendre. Ok, alors comment le corps gère-t-il cette énorme masse d'eau? Pour piger le truc, il faut d'abord regarder le plan d'ensemble, la carte générale de notre territoire hydrique. Où est-ce qu'il se cache exactement ces 60%? Imaginez que notre corps est un pays. Eh bien, 60% de ce pays est recouvert d'eau. La règle du 60-40-20, c'est un peu notre carte de géographie. Elle nous dit que sur environ 42 litres d'eau pour un adulte, la grande majorité, c'est-à-dire 40%, se trouve à l'intérieur de nos milliards de cellules. Les 20% restants, eux, sont à l'extérieur. On va zoomer un peu. L'eau à l'intérieur des cellules, c'est le liquide intracellulaire. Simple. Tout ce qui est dehors, c'est l'extracellulaire. Mais attention, ce liquide extracellulaire, il est lui-même séparé en deux. On a le liquide interstitiel qui est comme une sorte de mer tranquille où nos cellules flottent, et puis on a le plasma, qui est la rivière à courant rapide de notre circulation sanguine. Deux milieux aquatiques, mais avec des rôles bien distincts. Mais le plus fou, c'est que ces deux bassins d'eau n'ont rien à voir l'un avec l'autre. À l'intérieur de la cellule, c'est le royaume du potassium. À l'extérieur, on baigne dans un océan de sodium. Cette frontière est hyper importante et elle est gardée en permanence par des millions de petites pompes microscopiques qui travaillent sans relâche pour maintenir cette séparation. Et cette différence de concentration, c'est ce qu'on appelle l'osmolalité. Et le grand patron de l'osmolalité, le chef, c'est le sodium. Pensez au sodium comme un aimant surpuissant pour l'eau. Partout où va le sodium, l'eau le suit aveuglément, sans se poser de questions. C'est la règle à retenir, le sodium est le boss, c'est lui qui décide où l'eau doit aller. Mais alors, qui gère tout ce trafic? Qui est le chef d'orchestre qui s'assure que la partition est jouée à la perfection? Eh bien, le voici, le Rhin. C'est notre station d'épuration ultra sophistiquée qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour bien comprendre l'ampleur de la tâche, tenez-vous bien, chaque jour, nos reins filtrent 180 litres de liquide. 180 litres. C'est énorme. C'est comme une baignoire pleine à ras-bord. Et sur tout ça, on élimine au final qu'1 ou 2 litres. Ça veut dire que 99% de tout ce qui passe est recyclé. C'est un travail de titan. Alors comment il fait? Le rein, en gros, c'est un processus en deux temps. D'abord, il y a la grosse artillerie. Une première partie du rein réabsorbe en masse environ 70% de l'eau et du sel, hop, sans faire de détails. Et ensuite, on passe à la phase de finition, le réglage de précision. C'est tout à la fin du circuit que des ordres très précis arrivent, via des hormones, pour ajuster pile poil ce qu'il faut garder ou jeter. Justement, parlons de ces ordres. C'est le système de contrôle hormonal. Ce sont les messages urgents, les textos que le corps envoie aux reins pour leur dire quoi faire. Et vite. Première hormone, l'ADH, l'hormone antidiurétique. Son job, économiser l'eau. Imaginez que le corps est en alerte sécheresse. L'ADH est envoyée et elle crie aux reins. Halte là, on ferme les vannes, on récupère chaque goutte d'eau. Elle ordonne de réabsorber de l'eau pure, juste de l'eau. Ensuite, on a l'aldostérone. Elle, son truc, c'est de sauver le sel et l'eau. Son signal d'alarme, c'est une baisse de volume sanguin ou de pression. Sa tactique est maligne, elle dit aux reins « récupérer le sodium ». Et qu'est-ce qui se passe quand on récupère le sodium? Eh bien, l'eau suit, tout simplement. C'est une façon indirecte, mais super efficace de garder du volume. Et pour finir, voici le PNA. C'est l'opposé total de l'aldostérone. Son message est simple, il y en a trop, il faut vider. Quand le cœur sent qu'il y a trop de volume, trop de pression, il envoie le PNA dire aux reins « Allez, on se débarrasse du sodium ». Et bien sûr, en se débarrassant du sodium, on se débarrasse de l'excès d'eau. On assiste donc à un véritable bras de fer permanent pour contrôler le volume. D'un côté, l'aldostérone qui tire pour garder le sodium et faire monter le volume. De l'autre, le PNA qui pousse pour l'éjecter et faire baisser le volume. C'est cet équilibre constant qui nous maintient à flot. C'est un mécanisme magnifique de précision, vraiment. Mais, comme toute belle mécanique, ça peut casser. Et quand ça casse, les choses tournent très mal, très vite. Alors voyons ce qui se passe quand le système déraille. L'hypernatrémie. Imaginez un désert à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. Trop de sel, pas assez d'eau. Le sang devient tellement concentré qu'il se met à pomper l'eau de toutes les cellules aux alentours. Et qui est-ce qui trinque en premier? Le cerveau.
Ces cellules se vident de leur eau, elles se ratatinent, c'est extrêmement dangereux. Et à l'inverse, on a l'hyponatrémie. Là, c'est l'inondation. Trop d'eau, pas assez de sel. Le sang est tellement dilué que l'eau se rue à l'intérieur des cellules, les faisant gonfler comme des ballons. Et dans une boîte rigide comme le crâne, imaginez le désastre. Le cerveau gonfle, il est comprimé, écrasé. Ça peut être fatal. Face à cette situation, on se dit qu'il faut agir vite, restaurer l'équilibre. Mais la solution n'est pas si simple qu'elle en a l'air. En fait, le chemin de la guérison est truffé de pièges. La logique voudrait qu'on fasse simple, non? Il manque d'eau, on en rajoute. Il y en a trop, on l'enlève. On corrige le sodium, et puis voilà, problème réglé. C'est ça? Eh bien non, surtout pas. Et c'est là qu'est le plus grand danger. L'avertissement est clair, net et sans bavure. Danger, ne corrigez jamais trop vite. Mais pourquoi? Pourquoi cette extrême prudence? Parce que notre cerveau, il est incroyablement doué pour s'adapter, même à une situation anormale. Il s'est habitué, lentement, au déséquilibre. Si on arrive et qu'on corrige tout d'un coup, brutalement, on lui inflige un deuxième choc, un contre-choc encore plus violent. Ça peut littéralement détruire la gamme protectrice des neurones. C'est la redoutable myélinolyse centropontine. Donc, la règle d'or, le mantra, la seule chose à se répéter en boucle dans ces cas-là, c'est « aller lentement ». La précipitation est notre pire ennemi. Bon, si on doit résumer tout ça. Premièrement, cet équilibre entre l'eau et le sel, c'est une affaire de haute voltige gérée en permanence par nos reins et nos hormones. Deuxièmement, le cerveau est l'organe le plus fragile dans cette histoire, aussi bien à cause du problème de base que du traitement. Et enfin, et c'est le plus important, la règle numéro 1 du traitement, c'est la lenteur, la prudence avant tout. Et ça nous laisse avec une pensée assez folle quand on y réfléchit. Toute cette gestion de crise, cet équilibre précaire, notre corps le gère à chaque seconde de notre vie sans qu'on y pense une seule fois. Alors ça amène une question. Combien d'autres systèmes incroyables comme celui-là sont en train de travailler dans l'ombre en ce moment même, juste pour nous maintenir en vie?